Même s'il y règne un calme relatif, Abobo est à tout jamais marqué par l'horreur. Ici, la guerre entre les forces de défense et de sécurité et le fameux commando invisible se poursuit. Des combats qui se déroulent en parallèle du duel que se livrent Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara depuis le second tour de la présidentielle de novembre dernier. Dans cette commune majoritairement pro-Ouattara, l'armée est d'abord confrontée à l'extrême mobilité de ce commando invisible, équipé et professionnel sur le théâtre des combats. Et puis les insurgés se fondent dans une population qui les protège et défendent la même cause. C'est ce qu'explique le colonel Bauer, surnommé ainsi en référence à la série télévisée 24 heures chrono, un mouvement qui se revendique des forces de défense et de sécurité impartiales de Côte d'Ivoire. Depuis le gars Gbagbo est venu au pouvoir, la paix s'est éloignée de nous. Donc voilà pourquoi on s'est levé aujourd'hui pour combattre ça. Les forces de défense se sont imposées un devoir de victoire sur ce commando invisible qui utilise les tactiques d'une guérilla urbaine. Il a souvent infligé au FDS des pertes en équipement militaire et en vie humaine, surtout que depuis des semaines qu'elles s'y collent, les forces armées n'arrivent toujours pas à déloger ce commando. Pour les partisans de Laurent Gbagbo qui refusent, malgré les pressions internationales, de céder la place à son rival, ce commando est tout simplement formé de terroristes pro-Ouattara. Pour sa part, le camp Ouattara a tenu à prendre ses distances avec le commando, une prudente réserve qui semble bien réciproque. Le responsable de ce mouvement, c'est le général Koulibaly d'IB. Lui qui m'a mis dans ce mouvement, c'est lui que je connais actuellement. Ouattara, je ne connais pas. C'est jamais vu. Ibrahim Koulibaly a été présenté comme l'un des instigateurs de la tentative de coup d'État lancée le 19 septembre 2002 contre Laurent Gbagbo. Depuis lors, IB a rompu tout contact avec la direction des forces nouvelles, mais selon des sources concordantes, il chercherait actuellement à profiter de la crise pour se réimplanter dans le paysage local. En tenue de combat, armés de fusils d'assaut, les hommes du commando patrouillent dans les rues à bord de camionnettes prises de force pro-Gbagbo. C'est ici on a pris les bâcheurs. La première bâcheur, c'est ici on l'a pris. Certains d'entre eux ne veulent pas être reconnus. Gbagbo n'a pas eu le respect pour quelqu'un. Voilà pourquoi on mène ce combat pour libérer la nation sur tout le monde entier. Parce qu'on ne peut pas avoir un dictateur comme Gbagbo. 5 jours, c'est lui qui dit oui. Une seconde après, il dit non. Lorsqu'on les interroge sur leur but de guerre, les insurgés se gardent bien d'évoquer l'installation d'Alassane Ouattara au palais présidentiel. Si les rebelles du nord du pays lui ont prêté allégeance, à Abidjan, l'attitude du commando invisible est moins claire. Pour certains observateurs, IB pourrait être plus un rival qu'un allié de l'ancien Premier ministre. Notre objectif, ce n'est pas de tuer Gbagbo, mais c'est pour que Gbagbo n'a qu'à quitter. Au moins, que si lui-même il peut se tuer, mais ce n'est pas nous. Avec les forces pro-Gbagbo, les forces pro-Ouattara et ce commando invisible, l'issue pacifique paraît plus lointaine que jamais. Alors que les Ivoiriens attendent avec impatience la nomination du haut représentant de l'Union africaine. J'ai des renseignements sur Abobo et je vous avais dit que j'ai rencontré le président Laurent Gbagbo au niveau du palais le 11 mars quand il m'a convoqué. Ensuite, le 10 décembre à 13 h, là-dessus je n'ai rien dit, mais il faut savoir que pour cette rencontre-là, effectivement, il y a eu des infiltrations. Et si vous me laissez le temps d'en parler, je vous dirai. Et je sais ceux qui se sont ainsi infiltrés pour s'installer à Bobo, et je vous dirai réellement ce qui s'est passé. Alors allez-y, monsieur, c'est l'occasion de nous dire ce que vous savez. Bien, je vous remercie. Monsieur le Président, lorsque j'avais été questionné le 9 août 2011, 2 questions m'ont été posées. La première, est-ce que je savais qui était le chef du commando invisible?
J'ai répondu à cette question en disant que je ne l'ai su qu'à la fin de la crise post-électorale. La deuxième question, est-ce que je sais qui composait le commando invisible? J'avais dit non. Mais aujourd'hui, en détenant ce deuxième élément, c'est-à-dire qui compose le commando invisible, comme Maître me le demande avec les infiltrations, je suis en mesure de vous dire que le président Laurent Gbagbo a financé accidentellement, je dis bien accidentellement, le commando invisible. En effet, le 7 décembre 2010, le dernier gouvernement du président Laurent Gbagbo a été mis en place. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 10 décembre 2010, le président m'appelle, il me demande donc de venir le voir à son bureau aux environs de 13h30. Et quand j'arrive, je trouve le président debout devant sa table de travail avec à ses côtés feu le ministre Tagro. Et le président de me dire ceci, textuellement, Tagro revient d'une mission du Togo où il a rencontré dans sa chambre d'hôtel Koné Zakaria. Après avoir parlé avec lui, Koné Zakaria est d'accord, moyennant 500 millions de francs, en vue de s'acheter des armes, des munitions et autres, de désorganiser le dispositif des forces républicaines de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les ex-FAFEN, à l'est de la Côte d'Ivoire. Et il me demandait de lui indiquer un point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Surpris par une telle demande, j'ai dit, mais Monsieur le Président, si vous avez cet argent, remettez-le nous. Vous savez que nous n'avons pas d'armes et de munitions. Mais pourquoi c'est par l'est de la Côte d'Ivoire qu'il a décidé de commencer son action? Et le ministre Tagro me dit, c'est par là qu'il a décidé de commencer son action. Et j'ai dit au président, Monsieur le Président, je m'excuse, mais je n'ai pas de carte sous les yeux pour vous indiquer le point à partir duquel Koné Zakaria allait commencer son action. Certainement agacé par mes questions et par mes réponses, le président a dit à Tagro, bon, s'il ne croit pas, donne-lui le numéro de Koné Zakaria, il va l'appeler lui-même pour voir. Donc on me remet le numéro de Koné Zakaria, Tagro me remet le numéro de Koné Zakaria, je descends les marches, je me retrouve sur le perron du palais, en attendant que mon véhicule, mon chauffeur qui avait garé mon véhicule au parking de la présidence, vienne me prendre. J'ai été rejoint par un monsieur d'une 50aine d'années qui, après m'avoir salué, m'a dit ceci. Mon général, c'est moi qui ai mis Koné Zakaria et le ministre Tagro en contact. Koné Zakaria est prêt à travailler avec IB. Et IB est d'accord. Mon général, le temps presse. Je monte dans mon véhicule. Arrivé à Yopougon, je remets le numéro à mon chef de sécurité. Je pourrais, Monsieur le Président, en Yopougon, vous donner le nom de mon chef de sécurité. Je ne souhaiterais pas le donner maintenant parce qu'il est encore dans l'armée. Donc, je lui donne le numéro et je lui dis, c'est le numéro de Koné Zakaria. Appelle-le pour voir si c'est bien lui. Il faut noter que mon élément connaît très bien Koné Zakaria pour avoir fait la formation avec lui. Et quand il appelle, qu'il tombe sur son interlocuteur,
Il me dit, mon général, c'est lui, mon général, c'est lui. Donc je lui fais signe de lui dire que je vais lui parler. Donc il annonce, ne quittez pas pour le chef d'état-major des armées. Kone Zakaria, bon, on a l'habitude de nous appeler classe. Donc quand je prends le téléphone et que je dis « Allô », il me dit « Classe, bonjour ». Et je réponds « Bonjour, comment vas-tu » Il me dit « Ça va ». J'attends l'argent pour commencer le travail. Ce qui veut dire que quand je suis parti de la présidence de la République, quelqu'un l'a appelé pour dire que le général allait t'appeler. Voici ce dont j'ai été témoin. Pour répondre maintenant à votre question, maître, je voudrais dire qu'il y a eu effectivement collusion entre IB et Kone Zakaria. Je peux continuer? Merci. Pour l'opération au niveau d'Abobo. À court de logistique, Kone Zakaria va user de ruse et de perfidie pour faire croire au président Laurent Gbagbo et au ministre Tagro qu'il va mener une action qui leur serait favorable au nord-est, mais au lieu de mener cette action, ils sont descendus tout simplement au sud-est pour mener l'opération au niveau d'Abobo. L'argent remis a servi donc, maître, à l'infiltration des éléments, j'allais dire des lieutenants de Kone Zakaria. Un certain Ferré Konaté, vous allez sur YouTube, il y a un film, le commandant Ferré Konaté, de son nom Malinké, Meleke, l'ange qui retire la vie. Un analphabète dont les propos sont traduits par son adjoint, un certain Koulibaly Youssouf, qui se vante d'avoir égorgé les éléments des forces de défense et de sécurité et qui revendique 600 personnes, c'est-à-dire des éléments qui ont été recrutés sur place. C'est le même Kone Zakaria qui, lorsque je suis allé au Golfe, le 12 avril 2011, pour faire allégeance au nouveau président de la République, assis dans l'après-midi sous un arbre, viendra pour me trouver, pour me dire « Classe, nous avons pris Tagro, mais il s'est tiré une balle dans la tête. » Je suis un peu émotionné, excusez-moi. Il s'est tiré une balle dans la tête. Alors j'ai dit « Mais comment ça? Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il armé? Est-il mort ?» L'intéressé se contentera de me dire « Non, nous l'avons transporté dans une clinique. » Et j'en ai profité pour lui demander « Mais est-ce qu'on t'a donné l'argent ?» Il a répondu par l'affirmative. Mais ce que je peux vous dire, vu le milieu dans lequel on était, je n'ai pas demandé au-delà que combien il a reçu. Donc, cette information qu'il m'a donnée, Monsieur le Président, pour moi, ressemble un peu à un aveu d'impuissance de quelqu'un qui se serait retrouvé face à son bienfaiteur, mais pour qui, malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose parce que lui-même se serait tiré une balle dans la bouche.